À peine l'aube s'est-elle levée sur le Klondike qu'il était déjà impossible d'ignorer le poids du pari de Parker Schnabel. Chaque jour, avant qu'un seul éclat d'or ne touche une table de nettoyage près de 100 000 $, disparaissaient dans les réservoirs de carburant les comptes de paye, les coûts de maintenance, les pièces de rechange et les exigences incessantes liées au maintien en vie d'un immense empire minier. 4 stations de lavage, plus de 60 machines, 3 sites miniers distincts et un chiffre qui pèse surtout comme un défi gravé dans la pierre, 10 000 onces. C'était un objectif si énorme que la plupart des mineurs de placé le considéreraient comme l'accomplissement de leur vie, mais Parker s'y est engagé avant même que la saison n'ait vraiment commencé. L'ampleur de l'ambition était presque difficile à comprendre, alors que d'autres opérateurs espéraient obtenir quelques milliers d'onces au cours d'une année réussie. Parker visait près du double de cette quantité. Il n'essayait pas simplement de faire une bonne saison. Il tentait de prouver qu'un tout nouveau niveau de production minière était possible. Chaque décision, chaque dollar et chaque machine sur le terrain existait pour servir cet objectif unique. Si le plan fonctionnait, cela élèverait son opération dans une catégorie complètement différente. En cas d'échec, le coût de l'échec se mesurerait en millions. Au centre de tout se trouvait Dominion Creek, la propriété que Parker avait passé des années à préparer et des millions de dollars à investir pour l'exploiter. Dominion n'était pas simplement une autre coupure sur une carte. Ce fut le fondement de la plus grande expérience minière de sa carrière. L'infrastructure était déjà en place. Le terrain avait été étudié de manière approfondie et les attentes étaient énormes. Parker pensait que la couche salariale cachée sous Dominion pouvait justifier cet énorme investissement, mais la croyance seule ne suffirait jamais. Le sol devait produire. La pression autour de Dominion Creek était intensifiée par le fait que 2 usines de lavage y fonctionnaient simultanément sous la direction du contremaître Tyson Lee. Chaque heure comptait. Chaque retard entraînait des conséquences. Tyson ne gérait pas simplement du matériel. Il était chargé de faire battre le cœur de l'ensemble des opérations de Parker. Un problème mécanique, un goulot d'étranglement ou une panne majeure pourrait se répercuter tout au long de la saison et affecter tout ce qui suivrait. Pendant ce temps, le lieutenant de confiance de Parker, Mitch Blaschke, faisait face à son propre défi à Indian River. Même si Dominion avait les attentes les plus élevées, Indian River devait néanmoins contribuer à une production significative pour que le plan global réussisse. Mitch comprenait les enjeux aussi clairement que quiconque. L'exploitation n'était plus construite autour d'une seule mine transportant la saison. Plusieurs sites devaient fonctionner ensemble, comme les engrenages d'une machine géante. Si ne serait-ce qu'un seul rapport s'arrêtait de tourner, l'ensemble du système pourrait commencer à ralentir. Sulphur Creek a ajouté encore une autre couche de complexité. Une 4e usine de lavage signifiait un potentiel de récupération d'or plus élevé, mais elle introduisait également plus de risques. Chaque machine supplémentaire augmentait l'exposition. D'autres moteurs pourraient tomber en panne, d'autres systèmes hydrauliques pourraient tomber en panne. Davantage d'équipages avaient besoin de supervision. Le succès nécessitait une coordination parfaite, et une coordination parfaite est quelque chose que l'exploitation minière offre rarement. Plus l'opération prenait de l'ampleur, plus elle devenait vulnérable aux innombrables petites catastrophes qui peuvent survenir à tout moment. C'est ce qui rendait les coûts d'exploitation quotidiens si terrifiants. 100 000 $ par jour, cela semble impressionnant quand tout va bien. Lorsque l'or s'écoule par les écluses, le nombre semble gérable. Mais lorsqu'une usine reste inactive, lorsque les conditions météorologiques entraînent des retards ou lorsque les pannes se superposent, ce même chiffre devient un monstre. Les billets continuent d'arriver, que l'or soit récupéré ou non. La paix ne s'arrête jamais. Les fournisseurs de carburant attendent toujours un paiement. Le taux de combustion continue d'avancer sans relâche. Parker a compris quelque chose que beaucoup de gens qui regardent de l'extérieur manquent souvent. L'exploitation de 4 stations de lavage ne se contente pas de multiplier les bénéfices. Cela multiplie les risques. Chaque faiblesse mécanique devient plus dangereuse. Chaque erreur opérationnelle devient plus coûteuse. Un problème mineur qui pourrait à peine affecter une opération plus petite peut entraîner d'énormes pertes lorsqu'il est réparti sur plusieurs sites. À cette échelle, l'efficacité n'est pas seulement importante. Cela fait la différence entre le succès et le désastre. Le pari reposait en grande partie sur la capacité de Dominion Creek à réaliser exactement ce que des années de préparation laissaient présager. Parker avait investi trop de temps, trop d'argent et trop de confiance dans la propriété
pour qu'elle puisse fonctionner de manière moins qu'exceptionnelle. Si Dominion produisait comme prévu, la stratégie des 4 usines pourrait être justifiée. En cas de sous-performance, aucun autre site de l'opération ne pourrait raisonnablement compenser ce déficit. Une trop grande partie de la saison dépendait d'un seul terrain critique. Autour de lui, d'autres mineurs opéraient dans des circonstances très différentes. Tony Beats a poursuivi l'exploitation minière avec une empreinte plus réduite et une exposition quotidienne nettement inférieure. Rick Ness s'est battu pour reconstruire son avenir une once à la fois, se fixant un objectif qui paraissait minuscule comparé aux ambitions de Parker. Leurs défis étaient réels, mais ils existaient à une échelle différente. Parker portait à lui seul le fardeau d'une opération minière qui consommait 6 chiffres chaque jour juste pour rester opérationnel. Ce qui a rendu la situation encore plus fascinante, c'est que le fameux objectif de 10 000 onces n'a jamais vraiment porté sur une seule saison. Sur le papier, 10 000 onces représentait environ 35 millions de dollars de revenus au prix de l'or en vigueur. Pour beaucoup de gens, cela ressemble à une richesse instantanée. Mais Parker avait compris la situation dans son ensemble. L'objectif n'était pas conçu pour le rendre riche du jour au lendemain. Il a été conçu pour prouver que Dominion Creek pouvait soutenir une production à grande échelle pour les années à venir. La vraie valeur n'était pas l'or d'une saison. La vraie valeur était de valider l'avenir de la propriété elle-même. Au fil de la saison, les chiffres ont commencé à raconter une histoire remarquable. Dans l'épisode 8, Parker avait déjà récupéré environ 2900 onces, ce qui représentait plus de 10 millions de dollars d'or. Pour la plupart des mineurs, cela aurait suffi à se réjouir. Pour Parker, ce n'était qu'un simple point de contrôle. L'objectif se profile toujours exigeant plus de production, plus de cohérence et plus de discipline. Le succès restait lointain malgré des réalisations qui définiraient l'année entière d'un autre mineur. Le rythme a continué à s'accélérer. À l'épisode 10, le total dépassait les 4000 onces et la saison était encore loin d'être terminée. Le modèle à 4 usines commençait à démontrer exactement pourquoi Parker avait pris un risque aussi énorme. D'énormes volumes de salaire circulaient chaque jour dans le système. Les récupérations de l'or sont restées fortes. La courbe de production a continué à être orientée vers le haut. Le pari montrait des signes de vie. Mais même à mesure que les réserves d'or augmentaient, les faiblesses d'une opération aussi massive devenaient impossibles à ignorer. Un seul caillou coincé au mauvais endroit pourrait arrêter la production. Un opérateur inexpérimenté pourrait réduire l'efficacité pendant un quart de travail entier. Les pannes mécaniques exigeaient une attention immédiate. Tyson Lee équilibrait constamment les responsabilités entre plusieurs usines, tandis que Mitch luttait contre ses propres problèmes à Indian River. Chaque jour apportait de nouveaux défis et chaque défi entraînait des conséquences financières. Puis vint l'un des moments les plus marquants de la saison. Au milieu de l'année, Parker a enregistré la semaine la plus productive de sa carrière minière. Le nettoyage a révélé une quantité étonnante de 827 onces d'or d'une valeur d'environ 2,89 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'un moment télévisé soigneusement monté et conçu pour créer un drame. C'était un véritable total hebdomadaire, le résultat de milliers d'heures de planification, de préparation et d'exécution. Des chiffres comme cela changent l'atmosphère de toute une opération. À ce stade, le total de la saison de Parker avait dépassé les 7000 onces, ce qui représentait plus de 23 millions de dollars d'or. Soudain, l'objectif autrefois impensable de 10 000 onces ne semblait plus impossible. L'écart a continué à se réduire à chaque nettoyage. Dominion Creek produisait. Indian River est resté constant. Sulphur Creek y contribuait. Le système envisagé par Parker avant le début de la saison fonctionnait enfin comme il l'avait espéré. Pourtant même à cette époque, il n'y avait pas de place pour la célébration. L'exploitation minière a un moyen de punir l'excès de confiance. Parker savait mieux que quiconque qu'une forte production aujourd'hui n'offrait aucune garantie pour demain. Chaque semaine réussie réduisait la pression sur la dernière moitié du calendrier, mais l'opération devait encore se terminer en force. Une panne majeure, un retard météorologique prolongé ou un terrain en mauvais état pourrait encore tout changer. Les chiffres étaient encourageants, mais la ligne d'arrivée restait devant. C'était la réalité derrière le pari des 10 000 onces. Il n'a jamais été question uniquement d'or. Il s'agissait de prouver qu'une vision suffisamment large pour intimider presque tout le monde dans le Klondike pouvait réellement fonctionner. Chaque once récupérée représentait une validation.
Chaque nettoyage renforçait des années de préparation. Et avec des millions de dollars investis dans l'exploitation et des attentes plus élevées que jamais, Parker Schnabel ne se contentait pas d'extraire de l'or. Il cherchait la preuve que le plus gros pari de sa carrière en valait la peine. La saison minière au Yukon connaît un plafond difficile. Une fois que le sol gèle et que le traitement s'arrête, l'horloge est la deuxième pression en plus du coût quotidien. Si Parker ne parvient pas à atteindre l'objectif de 10 000 onces avant le gel, le pari de 4 usines ne parviendra pas à atteindre son objectif public, même si le chiffre en dollars semble fort sur le papier. Tony Beets évolue en parallèle. Tony a atteint des objectifs tout au long de la saison qui l'ont mis sur sa propre voie vers 10 000 onces, un chiffre qu'il n'a jamais atteint dans sa carrière. La pression concurrentielle sous la surface est réelle. Les deux opérateurs convergent vers le même chiffre global sur des terrains différents avec des modèles opérationnels différents. Le spectacle le structure comme une rivalité, mais en dessous, ce sont deux paris stratégiques complètement différents qui se déroulent au cours de la même saison. Rick Ness évolue dans une conversation complètement différente. Son objectif de 1800 onces à Lightning Creek n'est pas un objectif ambitieux. C'est un numéro de survie qu'il doit dégager pour financer une opération de la saison 17. Regarder côte à côte les cibles des 3 saisons raconte la véritable histoire de l'exploitation minière des placiers du Klondike à l'heure actuelle. Le capital requis pour fonctionner à l'échelle de Parker est son propre système de filtration. Tony possède des années d'infrastructures accumulées qui lui permettent d'être compétitif. Rick se reconstruit à partir d'une situation beaucoup plus difficile. La plupart des mineurs qui regardent l'émission n'opèrent à aucun des 3 niveaux où ils se situent sous l'empreinte de Rick, sur un terrain plus petit, avec moins d'usines, sans aucun chemin réaliste vers l'échelle de Parker, même sur une chronologie de plusieurs décennies. Le système a 4 usines. L'exploitation de 4 usines est la partie de la saison 16 qui sépare Parker de tous les autres mineurs du programme. Dominion Creek gère 2 usines sous la direction de Tyson Lee. Roxanne siège à Indian River sous la direction de Mitch Blaschke. Sulphur Creek ajoute le 4e. Chaque usine a son propre grizzly, son propre passage d'écluse, son propre cycle de nettoyage et sa propre rotation d'équipe. J'ai été beaucoup plus discret cette année. Nous avons 4 stations de lavage en activité, ce qui est fou, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. La raison pour laquelle Parker s'étend à 4 usines est une ambition, c'est des mathématiques. Le nombre de mètres traités quotidiennement constitue le goulot d'étranglement de chaque opération de placer. Même un sol riche se limite à la vitesse à laquelle une plante peut produire du matériel. Pour extraire 10 000 onces au cours d'une seule saison au Yukon, Parker doit compresser la fenêtre de traitement. 4 usines fonctionnant en parallèle, le comprimant. Une plante sur le même sol ne terminerait pas les coupes avant le gel, quelle que soit la qualité du sol. Mais 4 usines nécessitent une opération logistique que la plupart des installations de placer ne fonctionnent pas. Les livraisons de carburant doivent atterrir quotidiennement sur 3 sites séparés par des heures de route éloignées. Les mécaniciens tournent selon un horaire qui permet de couvrir chaque usine. L'inventaire des pièces doit être suffisamment complet pour qu'une conduite hydraulique cassée n'arrête pas une coupe pendant 2 jours en attente d'une expédition. L'exploitation de Parker est plus proche d'un petit district minier qu'une équipe typique du Klondike. La fragilité apparaît constamment. L'épisode 22 documente l'usine d'Indian River de Mitch Blaschke développant une fissure dans le pont de criblage. Répare le terrain à mi-nettoyage. Le mécanicien Alec Kelly se blesse par soudage pendant la réparation lorsque du métal chaud tombe dans sa botte. Il reçoit des soins médicaux et revient pour terminer la réparation. L'opération continue. C'est la texture de la saison, pas de domination, mais de gestion constante de ce qui est sur le point de casser. Parker lui-même suit les plantes de Dominion. Il se déplace entre les sites en camion. Il parle à Mitch et Tyson par radio. Il ne gère pas directement chaque usine. Il dirige le système qui gère les usines. La structure de chef d'équipe est ce qui maintient l'unité. Sans Mitch à Indian River, Parker ne peut pas être à Dominion. Sans Tyson détenant Dominion, Parker ne peut pas visiter Sulphur Creek. L'ensemble de l'architecture dépend d'un petit nombre d'opérateurs expérimentés qui peuvent gérer une installation de lavage sans supervision. La partie la plus difficile de la gestion de 4 usines n'est pas l'ingénierie, ce sont les gens. L'équipe de Parker s'est considérablement élargie pour soutenir la mise à l'échelle, ce qui signifie de nouveaux opérateurs sur des machines qui peuvent causer de réels dégâts en cas de mauvais fonctionnement.
Un opérateur de chargeuse novice peut affamer une trémie suralimentée, une écluse ou rater complètement la couche de rémunération. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail pour Parker. C'est une très grande responsabilité que Tyson m'a confiée. Je ne peux tout simplement pas merder. Je travaille dans ce matériau très fin et humide, qui ressemble à des sables mouvants. Il faut donc être très prudent, sinon cela vous coulera. Chaque nouvelle face sur un gerbeur ou une pelle est un risque que le système doit absorber. Le modèle à 4 usines ne fonctionne que si les opérateurs seniors peuvent se former suffisamment rapidement pour maintenir la productivité des nouveaux opérateurs. Les objectifs de superficie quotidienne par plante ne sont pas divulgués dans l'émission en chiffres bruts. Ce qui est divulgué, c'est la production cumulée d'or, et les calculs qu'elle implique sont significatifs. Pour extraire plus de 7000 onces d'ici la mi-saison dans 4 usines, l'exploitation doit traiter des dizaines de milliers de mètres cubes par semaine. C'est le volume industriel sur les terrains de placés. C'est la partie de la saison 16 qui n'a légitimement aucun point de comparaison au programme. Selon ce modèle, une panne d'usine de lavage n'est pas un problème maîtrisé. Si Roxanne tombe à Indian River pendant 2 jours, Mitch perd un cycle de nettoyage complet et le décompte de la saison en prend un coût mesurable. Les calculs dont dépend le fonctionnement des 4 usines supposent une disponibilité quasi constante. Chaque heure pendant laquelle une usine reste inactive correspond à une heure pendant laquelle la combustion quotidienne continue de fonctionner, tandis que la production reste nulle sur ce site. Les opérateurs seniors ne se contentent pas de gérer des usines. Ils suivent un calendrier qui empêche les calculs de s'effondrer. La question profonde. Dominion Creek est le pari au sol le plus profond. Parker a passé des années et des capitaux importants à préparer le site avant la saison 16, à enlever les morts-terrains, à construire des routes d'accès, à installer les infrastructures, à s'occuper des travaux d'autorisation et de permis d'eau. Cet investissement est irréaliste. La seule façon de le récupérer est d'exploiter le sol suffisamment fort pour en retirer un volume commercial. Ce que montrent les épisodes diffusés provenant de Dominion cette saison, c'est un volume constant, pas des nettoyages uniques records, ni des découvertes de pépites qui font la une des journaux. De l'or stable est traité dans 2 usines semaine après semaine, contribuant au décompte en cours. Tyson Lee est l'opérateur qui porte ce poids et la production chez Dominion est la raison pour laquelle Parker est en passe d'atteindre son objectif. La question plus profonde de savoir ce qui se cache encore sous les coupes qui n'ont pas encore été ouvertes est exactement le genre de moteur de curiosité qui justifie le pari. Parker a acheté Dominion parce que le terrain avait été exploité historiquement et que la géologie suggérait que davantage se situait en dessous des niveaux que les anciennes opérations pouvaient atteindre. Dominion a été une véritable courbe d'apprentissage. Beaucoup de terrains très très mauvais. Les équipements modernes peuvent exploiter plus profondément. De meilleurs systèmes de récupération peuvent capturer un or plus fin que les anciennes écluses manquaient. C'est la thèse. Ces résidus sont l'une des meilleures options s'ils contiennent de l'or, et nous avons désespérément besoin de maintenir l'usine en fonctionnement, et espérons-le de produire quelque chose qui contient de l'or décent. La saison 16 est le test pour savoir si la thèse tient son ampleur. Les épisodes diffusés ne montrent pas encore Parker pénétrant dans des couches non testées. Les coupes actuelles travaillent sur le terrain préparé. Ce qui se cache plus en profondeur sous ces coupes, c'est la question ouverte à laquelle Dominion a dû répondre au cours de plusieurs saisons. Si les réductions actuelles aboutissent les arguments en faveur d'une ouverture plus profonde, l'année prochaine se renforceront. Si les coupes budgétaires actuelles déçoivent que la thèse de la profondeur ne sera pas mise à l'épreuve. La configuration d'Indian River de Mitch Blaschke avec Roxanne est le contraste. Indian River est un terrain moins profond, plus rapide à exploiter et moins gourmand en infrastructure. L'économie est différente. Indian River peut assurer une production stable tandis que Dominion fait le gros du travail pour atteindre l'objectif de la saison. Cet équilibre explique en partie pourquoi le modèle à 4 usines existe. Parker ne parie pas toute la saison sur un seul site ou sur une seule profondeur. Il travaille en parallèle avec différentes structures de coûts et laisse les totaux s'accumuler. C'est la véritable histoire en profondeur de la saison 16. Pas une seule couche riche, ce n'est pas une zone de concentration de manuels. Un pari multisite structuré de manière à ce que la profondeur à Dominion et le volume moins profond à Indian River alimentent tous deux la même cible. Si les deux fonctionnent, 10 000 onces atterrissent. Si l'un se brise, l'autre doit combler le vide selon un calendrier
qui ne permet pas une grande absorption. L'exploitation des 4 usines coûte environ 100 000 $ par jour pour continuer à fonctionner. Ce nombre n'est pas une estimation, Parker le dit dans l'émission. Carburant pour plus de 60 machines, paie sur plusieurs sites, inventaire de pièces, logistique, frais de camp, des fenêtres de maintenance qui ne s'arrêtent jamais vraiment. Le carburant est le poste le plus important. Une chargeuse qui effectue un quart de travail complet à Dominion ou à Indian River consomme des centaines de dollars en diesel avant de rentrer chez elle. Multipliez cela par l'ensemble de la flotte active et la facture quotidienne de carburant grimpe à elle seule à des dizaines de milliers de dollars. Nous pouvons parler de ce que sera formidable l'avenir, mais cela ne nous aide pas à payer nos factures pour le moment. Chaque semaine de fonctionnement coûte à Parker une somme importante à 5 chiffres, rien que pour faire tourner les moteurs. La masse salariale à cette échelle n'est pas non plus anodine. L'équipage s'est considérablement élargi pour prendre en charge 4 usines. Les opérateurs seniors comme Mitch Blaschke et Tyson Lee gagnent ce que leur expérience commande. Opérateurs d'équipements mécaniciens, personnel au sol, personnel de soutien. Les effectifs de l'ensemble de l'opération se comptent par dizaines. Une mauvaise semaine n'arrête pas les salaires. La maintenance est la ligne de coût qui tente de tuer les opérations de placer. Chaque pelle, chaque chargeuse, chaque composant d'installation de lavage a une durée de vie limitée sous charge. Pousser 4 usines 24 heures sur 24 accélère l'usure de chaque pièce d'équipement. La fissure du pont grillagé à Roxane en est un petit exemple. Un système hydraulique grillé ou un bloc moteur défaillant sur un chargeur principal peut retarder une réduction pendant des jours et coûter 6 chiffres en réparation et en perte de production combinée. C'est pourquoi Parker ne peut pas se permettre une seule semaine sans once. Le calcul inverse est simple. Si la production s'arrête pendant 7 jours, alors que les coûts continuent, l'exploitation absorbe environ 700 000 $ en combustion pure avant que l'or ne comble le déficit. Répéter cela 2 fois par saison, et l'objectif total de 10 000 onces cesse d'être un objectif ambitieux et devient financièrement impossible quelle que soit la qualité du terrain. Tony Beats d'Indian River applique une équation différente. Son fonctionnement est plus strict, son exposition quotidienne moindre, son empreinte moindre. Il atteint 10 000 onces cette saison pour la première fois de sa carrière, terminant à 10 212 onces. Mais il y parvient grâce à un modèle opérationnel différent. Les frais généraux de Tony par semaine ne représentent qu'une fraction de ceux de Parker. Cette comparaison est la preuve la plus claire que l'échelle n'est pas toujours la solution dans l'exploitation déplacée. Parker a quand même choisi l'échelle parce que l'investissement du Dominion l'exigeait. La ligne de coût est également la raison pour laquelle le prix de l'or est si important cette saison. L'or, s'échangeant bien au-dessus de 5 000 $, l'once, les revenus par once récupérés, atteignent des sommets historiques. C'est le filet de sécurité dans lequel Parker exploite. Si les prix de l'or étaient là où ils étaient il y a 5 ans, l'objectif de 10 000 onces à ce moment-là serait financièrement marginal. Au prix actuel, le calcul fonctionne à peine, et seulement si la production atteint son paroxysme. La ligne de coût cachée dont personne ne parle est l'horizon temporel de l'équipement lui-même. Une installation de lavage moderne n'est pas un investissement pour une seule saison. Il s'agit d'un actif pluriannuel qui doit être livré sur suffisamment de saisons pour amortir le coût de construction. Pousser 4 plantes 24 heures sur 24 entraîne une usure qui se répartirait normalement sur plusieurs saisons. Parker emprunte effectivement la durée de vie opérationnelle future de sa flotte pour atteindre l'objectif de 10 000 onces cette année. Il s'agit d'un coût qui n'apparaît pas dans le taux de consommation quotidien, mais qui finit par figurer dans les livres. Chaque saison où l'équipement fonctionne plus fort est une saison plus proche d'une reconstruction ou d'un remplacement majeur, là où le total se situe réellement. Dans l'épisode 22, le total cumulé de Parker dépasse les 10 000 onces. La semaine dernière, nous avions 627,25 onces. Cette semaine, 520,4 pour un total de saison de 10 089,85 onces. Malade. Nous l'avons fait. L'objectif affiché de la saison, celui peint sur le mur avant le démarrage de la première centrale, est officiellement atteint. La valeur monétaire liée à ce total s'élève à environ 38 millions de dollars au prix actuel. La cible a atterri. Le pari s'est avéré payant sur sa définition la plus étroite. Mais le numéro du titre est plus grand que cela, et c'est là que la saison devient réellement intéressante. Au cours de sa carrière, Parker a désormais extrait
plus de 50 000 onces d'or d'une valeur de plus de 50 millions de dollars au prix récupéré au cours de ces saisons. L'or non exploité sous ces concessions du Klondike, principalement Dominion Creek et les terrains environnants, aurait une valeur potentielle de plus de 160 millions de dollars à l'heure actuelle. Au total, la valeur que les opérations de Parker contrôlent désormais dépasse largement les 175 millions de dollars. C'est le cadre dans lequel le numéro principal fonctionne pas seulement la saison 16. La position complète que Parker a construite en termes de carrière, ainsi que le terrain Dominion que la saison 16 vient de prouver, est commercialement viable. En atteignant 10 000 onces cette année, Parker n'a pas seulement clôturé une saison. Il a validé le dossier pluriannuel de Dominion. Le terrain pour lequel il a tout risqué possède désormais une piste de production documentée. Les saisons futures peuvent être modélisées sur cette base au lieu de spéculer. Tony Beats franchit également les 10 000 onces cette saison, soit 10 212 onces, terminant devant le chiffre de Parker sur les totaux publiés du programme. Ce détail compte pour la rivalité, mais pas pour la thèse sous-jacente. Tony a atteint son numéro sur le terrain d'Indian River, où il travaille depuis des années. Parker a atteint son numéro sur le terrain du Dominion, ce qui était une question ouverte au début de la saison. La valeur stratégique des deux finitions n'est pas la même. Rick Ness dégage juste assez à Lightning Creek pour financer la saison prochaine. Sa cible de 1800 onces a un poids différent. C'est une question de survie, pas d'expansion. Le contraste entre les trois opérations de la série est saisissant. Tony à grande échelle sur un terrain familier, Rick à petite échelle qui se bat pour rester en affaires. Parker à une échelle sans précédent sur un terrain où il est encore en train de faire ses preuves. 3 modèles d'exploitation minière différents, 3 résultats différents une saison. C'est la première fois que Lucifer se lance dans Dominion, donc c'est cool. Une partie de ce terrain semble être vraiment bonne. J'espère que ça mine de cette façon. Le pari pris par Parker avec l'exploitation de 4 usines a fonctionné dans les conditions dans lesquelles elles fonctionnaient. Prix de l'or élevé. Dominion Ground fournissant suffisamment de volume, Mitch et Tyson occupant les postes d'opérateurs principaux sans échec majeur. Aucune de ces conditions n'était garantie avant la saison. N'importe lequel d'entre eux aurait fait basculer l'opération en perte, a crié Parker comme alternative au succès. Le fait que les 3 aient tenu bon n'est pas une chance. C'est le résultat d'années de préparation. Mais cela ne garantit pas non plus que l'année prochaine se déroulera de la même manière. Le titre lu sur la saison 16 est simple. La cible a atterri. Le pari est payé. Le terrain de Dominion en a fourni suffisamment pour justifier le modèle à 4 usines. Le poste de carrière repose désormais sur une base de production vérifiée plutôt que sur la spéculation. C'est le calcul à l'approche de l'intersaison et le calcul que la saison prochaine devra défendre. À quoi pourrait ressembler la prochaine saison ? La saison 17 n'a pas encore été annoncée en détail, mais les questions structurelles qui l'entourent sont déjà visibles. Le prix de l'or est le premier. Les aspects économiques de la saison 16 de Parker fonctionnent parce que l'or au comptant se situe au-dessus de 5 000 $ l'once. Si les prix évoluent de manière significative, le point mort du modèle à 4 usines évolue avec eux. Un retour au niveau de prix d'il y a 3 ou 4 ans modifierait considérablement les calculs opérationnels. Le fondement plus profond de Dominion est la deuxième question. Les coupes de la saison en cours fonctionnent avec les couches préparées. Le cas géologique construit par Parker pour acheter Dominion repose en premier lieu sur des couches situées en dessous de ces coupes qui n'ont pas encore été exploitées. La saison suivante est celle où cette thèse de profondeur est testée ou non. Si Parker pousse plus loin sur Dominion l'année prochaine et que le terrain tient les arguments en faveur du pari pluriannuel de Dominion se renforcent, s'il choisit de continuer à travailler à grande échelle sur des coupes moins profondes, la question de la profondeur reste ouverte. L'échelle opérationnelle est la troisième question. Parker exploite désormais 4 usines pendant toute une saison au Yukon. Les systèmes existent. L'équipage a l'expérience. L'infrastructure est en place. La décision pour la saison prochaine n'est pas de savoir si 4 usines sont possibles. Il s'agit de savoir si 5 le seraient ou si le gain d'un 5e ne justifie pas une fragilité supplémentaire. La réponse honnête est que personne, y compris Parker, ne le sait encore. Le site de Sulphur Creek n'a pas encore été exploité à son plein potentiel dans le cadre du programme. Indian River a encore plus d'années de vie sous la direction de Mitch. Dominion était le point d'interrogation qui présente le plus gros potentiel. Chacun de ces 3 sites a un profil de croissance différent et la décision sur la manière de répartir l'équipement et l'équipage entre eux la saison prochaine est l'une des décisions les plus difficiles auxquelles Parker sera confronté à l'approche de l'hiver.
Tony Beats et Rick Ness exécuteront leurs propres installations en parallèle, et la structure du programme de l'émission garantit que les 3 opérations seront comparées les unes aux autres. Tony, atteignant 10 000 onces cette année pour la première fois de sa carrière, réinitialise sa trajectoire de la même manière que le travail de Dominion réinitialise celle de Parker. Rick est le Joker. La question de savoir s'il peut augmenter sa taille ou si Lightning Creek est un modèle d'attente reste ouverte. Ce que Parker fait ensuite n'est pas encore enregistré. La fin de la saison 16 lui donne la possibilité de mener une saison X7 encore plus agressive ou de consolider ce qu'il vient de construire. L'un ou l'autre choix serait défendable. La saison en cours a clairement prouvé que le modèle à 4 usines peut être performant dans de bonnes conditions. La seule vraie question qui mérite d'être posée à l'approche de l'intersaison est de savoir si ces conditions dureront encore une année complète. L'arc plus long de la carrière de Parker se lit désormais différemment d'il y a 1 an. Avant la saison 16, Dominion était un pari de plusieurs millions de dollars sur un terrain qui n'avait pas encore été produit à l'échelle commerciale dans le cadre de son exploitation. Après la saison 16, Dominion est un actif fonctionnel avec une piste de production documentée. Ce seul changement change la façon dont chaque saison future est planifiée, financée et exploitée. Le projet d'expansion de l'empreinte minière de Parker vient tout juste d'être fondé. Que l'année prochaine soit plus importante ou plus stable, le pari qui comptait le plus a déjà été relevé. Dominion n'a pas seulement frappé cette saison. Cela a atteint une ampleur qui justifie les années de capital et de patience que Parker a investi dans le sol avant l'arrivée des caméras. La position pour laquelle il a tout risqué pour construire se lit maintenant comme prouvant la véritable histoire que la saison 16 laisse derrière elle avant l'année prochaine.